Alors la première table ronde est consacrée à l'Afrique francophone dans les années 68, avec 2 exemples. Alors ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que je trouve qu'il est vraiment très important de parler de l'Afrique pour les années 68, parce que ça a longtemps été le parent pauvre de l'historiographie. On s'intéressait aux mouvements sociaux en Europe, aux États-Unis, voire en Amérique latine. Bon, hier, il y a eu la séance sur l'Asie. Et l'Afrique, c'est comme si c'était rien passé. L'Afrique, le continent à part, celui de toutes les catastrophes, etc. Alors que, bien entendu, l'Afrique, contrairement à ce que certains n'arrêtent pas de répéter, n'est pas le continent de toutes les catastrophes. Il s'y passe des choses très positives. Et les révoltes des années 60 qui ont touché pratiquement tous les pays du continent sont des révoltes progressistes qui étaient aussi connectées avec le reste du monde. C'est-à-dire que ces années 68, alors qu'aujourd'hui on est en train de nous refermer les frontières, ces années 68 étaient des années où les gens allaient très facilement d'un pays à l'autre, même si les moyens de transport étaient moins pratiques qu'ils le sont maintenant. Ce que je voulais dire, donc là on va parler de l'Afrique francophone, c'est que ces années 60, c'est juste après les indépendances, je suppose que vous le savez, mais les indépendances de l'Afrique francophone, la première c'est la Guinée en 58, Sékou Touré, la Guinée de Sékou Touré vote non au référendum, et du coup proclame son indépendance, et en même temps la France retire toutes ses billes, ce qui va poser de très très gros problèmes. Après, l'histoire de la Guinée c'est autre chose, ça va être celle d'une dérive sanglante, celle de Sékou Touré. Donc première indépendance, et ensuite toute la série des indépendances de 60. Donc ces années 68, c'est les années immédiatement post-indépendance, et c'est des années, ces mouvements sont aussi largement, mais on va voir ce que disent nos 2 orateurs, sont aussi largement des mouvements qui sont ceux de jeunes déçus par les indépendances et qui aussi cherchent leur place au soleil après la colonisation et dans un contexte qu'ils considèrent encore comme largement néocolonial, donc néocolonial. Bon, je ne vais pas insister plus longtemps, on pourra revenir sur d'autres cas de révolte, comme celle du Sénégal par exemple. Le Sénégal a son mai 68, qui se passe en mai 68, et c'est une révolte, bien qu'elle dure beaucoup moins, elle est plus ramassée dans le temps, qui ressemble étrangement à celle du mai français, avec le même enchaînement, mouvement étudiant, répression, mouvement des travailleurs, répression, émeute urbaine, puis négociation. Et finalement, Senghor, vous le savez sûrement, reste en place, alors que dans d'autres pays d'Afrique, ces révoltes ou révolutions, osons le mot, ont provoqué la chute des pouvoirs en place. Ça a été le cas en particulier au Congo, dont Héloïse va parler. Alors je vous présente les 2 intervenants. Notre intervenante, Héloïse Kiriakou, qui est enseignante, qui est doctorante à l'Université Paris 1 et qui travaille sur la révolution congolaise, mais vue par le bas. La révolution est la ville en fait. Révolution congolaise de 63, donc elle va nous indiquer ce dont il s'agit. Et Alexis Roy, qui est chargé de recherche au CNRS, attaché à l'Institut des mondes africains, l'IMAF, qui est également de l'Université Paris 1. Donc je ne garde pas la parole plus longtemps. Si vous voulez ensuite, on pourra discuter d'autres révoltes, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le Congo avec Héloïse. Alors, bonjour à tous. Je travaille sur le Congo-Brazzaville. Et mon intervention va permettre de faire le lien entre à la fois des événements qui ont eu lieu en 1963, en 68, et aussi de montrer qu'il n'y a pas eu seulement le mai 68 sénégalais, mais il y a eu aussi un mai 68 congolais. Donc pour commencer déjà mon intervention, je vais essayer de vous donner quelques éléments de contexte sur la situation du Congo-Brazzaville après l'indépendance, donc en 1960. Donc ce pays est dirigé à cette époque-là par un président qui s'appelle Fulbert Yulu, qui sera renversé en 1963 par un mouvement populaire dirigé par les organisations syndicales, notamment chrétiennes. Et donc à la suite de cette insurrection populaire, de nouveaux acteurs de la société civile, notamment les organisations de jeunesse,
qui avaient déjà émergé dans les années 50, mais qui ont pris une place prépondérante à cette époque-là au Congo, vont prendre une place importante dans la vie politique du pays et vont devenir les fers de lance, comme ils l'appelaient à l'époque, du nouveau régime progressiste. Je dirais que donc en 63, donc c'est août 63 qu'a eu lieu cette insurrection populaire. Le régime va être dirigé par un président qui s'appelle Massamba Deba. Et je dirais que, sans insister, puisque je vais le faire par la suite, je dirais qu'il y a eu 5 ans d'expérimentation politique au Congo qu'on peut qualifier de révolutionnaire, voire de socialiste, et qui ont été dirigés par ce président Massamba Deba. Et ce président a réussi à faire comment l'expliquer ? Il a réussi à présenter, il y avait plusieurs tendances dans la vie politique du Congo. Il a réussi à faire la synthèse entre ces différentes tendances. Voilà, on va dire de façon simple. Je dirais que le régime en soi n'avait rien de socialiste à la base, mais que progressivement, avec le poids grandissant de ces organisations de jeunesse, il y a eu donc la volonté par un certain nombre de militants de mettre en place un système socialiste, et c'est pour cette raison que le parti unique qui a été mis en place en 64 était un parti unique d'inspiration socialiste, comme il l'appelait. Donc je dirais que voilà, jusqu'en 1968, pendant 5 ans, le président Massamba Deba, il a joué un peu le rôle fédérateur entre ces différentes tendances. Il ne faisait pas vraiment l'unanimité auprès des organisations de jeunesse et des jeunes militants, mais c'est vrai qu'il était considéré comme, à ce moment-là de la vie politique du Congo, comme un homme intègre, assez expérimenté et capable d'assumer la direction de cette transition, de cette période de transition. Mais c'est vrai que très vite, différents militants plus radicaux vont commencer à avoir une place plus importante dans la vie politique, et vont apparaître les premiers conflits avec le président. Des conflits qui vont être de plusieurs ordres, à la fois idéologiques, politiques, et aussi sur, l'organisation militaire du nouveau régime. Puisque les organisations de jeunesse vont se doter d'une branche armée qu'on appelle la défense civile, et qui sera prise en charge par les Cubains. Et cette organisation, cette milice armée, aura une importance en termes de nombre de personnes et de moyens bien plus grands que l'armée régulière. Donc non seulement les militants progressistes qu'on peut qualifier de jeunes, puisqu'ils s'appellent comme ça, vont avoir une importance plus importante, puisqu'ils auront aussi le pouvoir des armes pour cela. Et donc je dirais que début 68, donc c'est sur ça que je vais juste insister sur quelques points aujourd'hui. En janvier 68, le président Massamba Deba décide de limoger son premier ministre, qui s'appelle Ambroise Nomazalaï, et qui est un des leaders de ce groupe jeune, qu'il soupçonne bien sûr d'œuvrer à sa déstabilisation. Et il décide donc, le président de l'époque, d'assumer seul la fonction de président et de premier ministre. Et c'est un peu le point de départ de la crise de 68 congolaise. Je dirais que le président Massamba Deba, il choisit évidemment de constituer un gouvernement resserré avec plusieurs de ses fidèles, dont son objectif, bien sûr, c'est de se protéger contre les velléités du groupe progressiste des jeunes, et aussi d'essayer d'échapper à un certain nombre de coups d'État menés par des officiers de l'armée régulière, puisque à cette époque-là, il y a eu plusieurs tendances qui s'opposaient au régime de Massamba Deba. Et je dirais que jusqu'en mai 68, il n'y avait pas eu d'incident majeur au Congo, malgré, la montée des tensions. Mais en mai 68, dans la nuit du 13 au 14, il y a un premier coup d'État qui est mené par un mercenaire français qu'on appelle Jacques de Breton, qui cherche, avec un groupe d'officiers congolais, à mener un coup d'État contre le régime. Et donc ça va, la crise proprement dite de l'été 68 va commencer avec ce premier coup d'État. Mais il sera donc, arrêté dans la nuit, et déféré directement devant une cour révolutionnaire.
Il y a aussi 2 autres événements qui vont finir, on va dire, d'achever ce régime de Massamba Deba. Le premier, c'est qu'en juillet 68, il y a le syndicat étudiant congolais qui s'appelle l'UJEC, qui est très puissant à cette époque-là, progressiste, autonome et en lien avec les mouvements étudiants d'autres pays africains et aussi d'Europe. Va mener une fronde aussi contre le président Massamba Deba, lors d'un des congrès qu'ils vont organiser à Brazzaville. Bien sûr, ils vont être soutenus par une branche du syndicat en France qu'on appelle l'AEC, qui est l'association des étudiants congolais en France, et qui qui vivent à Paris ont un lien bien sûr avec les étudiants français. Et donc vous avez donc comme ça un contexte estudiantin à Brazzaville et aussi donc en lien avec d'autres mouvements donc en dehors du pays, vont commencer à s'organiser aussi pour on va dire affronter et s'opposer au président. Et en parallèle de ça, il y aura aussi durant le mois de juillet 68 les différentes tendances qui jusque-là s'opposaient aussi au régime de Massamba Deba vont s'organiser pour essayer de penser une alternative à ce président. Et non seulement ils vont s'organiser, et ils vont même s'appeler officiellement la Triple Alliance. Donc ce seront des officiers, on va dire, progressistes, le groupe des jeunes de la défense civile et aussi des intellectuels progressistes. Voilà. Et pour répondre à ces diverses attaques, le président Massamba Deba décide le 30 juillet, donc quelques jours plus tard, d'enfermer, de mettre en prison le capitaine Marien Ngouabi, qui est un capitaine très connu qui a déjà été arrêté plusieurs fois au Congo et qui cherche, lui notamment, à prendre le pouvoir au Congo. Il est libéré le 31 juillet, donc le lendemain, par ses propres soldats, qui décident aussi d'aller prendre la maison d'arrêt de Brazzaville pour sortir les prisonniers politiques, notamment des officiers de l'armée. Il y a donc durant plusieurs semaines un climat insurrectionnel dans la ville de Brazzaville, surtout dans un des quartiers qui est un peu le bastion de ces militaires progressistes, donc ce quartier qu'on appelle Poto Poto. Et les choses vont s'accélérer début août, puisque le président Massamba Deba décide de dissoudre l'Assemblée nationale, le bureau politique du parti, et le 3 août, il décide même de quitter le palais et il part se réfugier dans son village. C'est ce qui permet donc au commandant Marien Ngouabi de prendre le pouvoir à ce moment-là et de mettre en place un comité national de la révolution de transition. Je dirais que tous ces événements qui s'enchaînent et qui permettent à un militaire progressiste de prendre le pouvoir témoignent aussi du rôle grandissant des organisations de jeunesse, que ce soit la JMNR qui était l'organisation du parti, mais aussi la défense civile, cette milice armée. Et plusieurs de ces jeunes militants vont obtenir des postes importants dans la nouvelle organisation politique, ministre de l'information, ministre de la jeunesse, etc. Donc on sent que le nouveau gouvernement dirigé par ce Marien Ngouabi, ce commandant Marien Ngouabi, ce sera surtout le gouvernement de cette coalition entre différentes tendances, notamment celle des jeunes progressistes. Voilà à peu près pour la transition. Et pour finir, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que sera mis en place au Congo-Brazzaville un système politique, un régime qui se qualifie de marxiste-léniniste et d'un parti unique qui s'appelle le PCT, Parti congolais du travail, et qui existe toujours aujourd'hui. Voilà. Merci Héloïse. Je vais passer incessamment la parole à Alexis, mais je vais juste deux, trois petits points en rapport avec ta communication, mais pas seulement en rapport avec le Congo. Ce qu'il faut savoir aussi à ce moment-là, c'est que les universités en Afrique sont soit inexistantes, soit toutes jeunes. C'est-à-dire l'Empire colonial français avait eu une politique extrêmement malthusienne en matière d'enseignement, et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'on avait essayé de rattraper un retard considérable. En gros, la colonisation française avait voulu
former des auxiliaires des Français et non pas des travailleurs à part entière. Et la première université de l'ancien Empire français d'Afrique, c'est encore l'Empire français d'Afrique, c'est Dakar en 57, donc très très tard, 3 ans avant les indépendances. La seconde, c'est Tananarive en 60. Et quand Héloïse parle des étudiants, c'est pas forcément des étudiants qui étudient à l'université de Brazzaville, parce qu'il n'y a pas d'université, il y a juste un centre d'études supérieures, qui ont en général précédé les universités. Et donc tous ces jeunes qui se révoltent, il faut bien se rendre compte du poids des scolaires, puisque les étudiants ne sont pas toujours là, mais que les scolaires jouent un rôle absolument considérable. Je voulais dire une deuxième chose, mais je crois que j'ai déjà oublié, donc je vais passer la parole à Alexis. Voilà, et ah oui, ce que je voulais dire, c'est que là, la révolution de 63 a pu faire tomber le pouvoir de Youlou. Héloïse en a dit un mot rapide, parce que l'armée congolaise et l'armée française, qui est alors sur place, ne sont pas intervenues. On dit, en particulier, que Youlou, ça on le dit pas, c'est sûr, Youlou a démissionné après un coup de téléphone de De Gaulle. Et on dit que les De Gaulle, de manière générale, détestaient Youlou, parce que Youlou, président de la République du Congo, était un abbé, mais un abbé polygame, et qui aimait le luxe. Et qu'en particulier, dit-on, ça c'est la toute petite histoire, Madame De Gaulle avait toujours voulu le démolir. Et donc De Gaulle n'a pas fait intervenir l'armée française à ce moment-là. C'est la toute petite histoire. Mais c'est juste pour vous dire que les rapports entre France et Afrique sont encore très 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 prégnant, et que d'ailleurs la révolution congolaise va remettre en cause la révolution entre 63 et 68, tu me diras si je me trompe, je crois que c'est en 65 que les accords de coopération avec la France sont revus, remis en cause. Donc toutes ces révoltes des années 60 vont remettre en cause les accords de coopération avec la France. L'armée française. Et la présence de l'armée française. Sauf à Dakar où elle est toujours là. Bonsoir, donc je vais moi vous parler du Mali. Je précise que ce dont je vais parler a été produit en collaboration avec Ophélie Rion, qui est bordelaise et qui n'a pas pu venir ce soir. Donc je vais évoquer moi une révolution relativement méconnue dans le Mali socialiste des années 60, une révolution qui a eu lieu entre 67 et 68, qu'on a appelée la révolution active, et qui passe par une dissolution des principales institutions politiques et qui va s'appuyer, là aussi, sur des milices de jeunes, les syndicats et l'organisation des femmes du parti. Donc caractéristique quand même déjà première et notable de la révolution dont je vais parler, elle est portée par un régime en place, d'accord, mais à l'encontre d'une partie de ces élites. Donc avec Ophélie Rion, on propose d'examiner les tensions et contradictions à l'œuvre dans ce processus qui va durer donc un temps relativement court, 1 an et demi, et qui va s'achever par un coup d'État militaire en novembre 1968. Donc cette révolution entend renverser les hiérarchies sociales, notamment de genre, d'âge et de statut, mais aussi les hiérarchies politiques en se dressant contre une partie des élites politiques, bureaucratiques et les élites qu'on appelait féodales à l'époque. Mais on va voir que paradoxalement, en fait, elle conforte un ordre social conservateur. Donc on va voir qu'au-delà des formes d'émancipation qui sont prônées dans les discours, cette période se traduit par un renforcement de la police des mœurs, des valeurs patriarcales, de l'exploitation de la force de travail décalée par les aînés, et aussi par une militarisation de la société malienne. Donc je disais qu'il s'agit d'une révolution impulsée par le haut, mais qui s'attaque à une partie jugée trop timorée des élites bureaucratiques, politiques, partisanes et administratives. On a donc le 22 septembre 1960 l'indépendance du Mali. Le président Modibo Keïta opte pour l'option socialiste de développement, comme on disait à l'époque, et se met en place donc un régime de parti unique autour d'une centrale syndicale unique. À ce moment-là, donc on va voir autour de la révolution active qu'un certain nombre d'institutions sont remplacées par un organisme d'avant-garde révolutionnaire. Alors ce qui nous intéresse ici avec Ophélie Rion, c'est moins d'identifier les résultats de cette révolution que d'envisager cette période 67-68 donc comme une situation révolutionnaire et de discuter des dynamiques et des mécanismes à l'œuvre en son sein et qui se révèlent, comme je le disais, assez contradictoires entre des discours qui, au nom de l'émancipation, provoquent finalement un retour de flamme conservateur et moralisateur et assez répressif à l'encontre des catégories sociales qui sont supposées être émancipées par cette révolution, notamment les jeunes, les femmes et les paysans démunis. Donc je vais présenter un peu le contexte idéologique qui a nourri ce processus révolutionnaire, présenter ensuite ses acteurs, et enfin m'arrêter sur ces tensions donc, entre émancipation et conservatisme. Alors,
je le disais, le Mali indépendant le 22 septembre 1960. Assez rapidement, il essaye de mettre en place une économie socialiste planifiée. Il fait notamment recours à un jeune économiste qui va devenir célèbre, Samir Amin, qui va rédiger donc, le premier plan quinquennal de développement du Mali. Mais sans rentrer dans les détails, ce plan quinquennal est globalement un échec, notamment du fait du refus des ruraux d'adhérer aux structures qui sont censées un peu socialiser l'économie agricole au Mali. Donc ce plan quinquennal s'achève en 65-66. Il y a un certain nombre de tensions idéologiques à l'intérieur du parti au pouvoir, entre ce qu'on appelait une aile gauche et une aile droite du parti. Bon, l'aile droite n'était pas à droite, mais elle était... On va dire que le débat se posait plutôt sur le degré avec lequel il fallait aller plus avant dans le processus socialiste ou pas. Voilà, sur le rythme, si vous voulez, des réformes à imposer. Donc à cette même période, la 65-66, même plutôt concrètement 1966, on a un événement dans un pays voisin, ami du Mali, qui est aussi socialiste, le Ghana. On a un coup d'état militaire en février 1966 qui renverse le président Kwame Nkrumah. Ça a des répercussions directes sur le Mali, puisque même pas 3 semaines après est convoquée une réunion par le président Modibo Keïta, qui craint donc là aussi d'être attaqué par les forces impériales contre le processus en cours, et donc décide de créer un comité national de défense de la révolution. Donc là, en 1966, cet organisme pour l'instant vient s'ajouter aux institutions existantes, le parti, l'Assemblée nationale, le gouvernement, mais on va voir qu'au moment de la révolution active, ce comité national de défense de la révolution va devenir l'organe dirigeant du pays. Alors cette révolution active, elle démarre vraiment en juillet-août 1967 et elle s'appuie sur 3 composantes, je l'ai un peu dit déjà, l'organisation de jeunesse du parti, la centrale syndicale unique du parti et l'organisation des femmes du parti. Ils sont chacun organisés dans différentes structures, ils organisent des meetings, des marches, des manifestations en soutien au président Modibo Keïta et en soutien au comité national de défense de la révolution. Le bureau politique national du parti unique qui jusque-là pilotait quand même largement le pays est dissous à la faveur de ce comité national de défense de la révolution. L'aile droite, que je vous le disais entre guillemets, de ce parti est écartée et on voit qu'on a un resserrement sur une ligne idéologique autour des plus radicaux et des plus durs entre guillemets. Et le président Modibo Keïta déclare à la radio le jour de la dissolution du bureau politique la principale condition de l'efficience d'une direction révolutionnaire est son homogénéité, c'est-à-dire son unité idéologique. Et donc on voit que cet organisme aussi de défense de la révolution doit servir à aller plus avant dans la révolution, et il s'appelle révolution active, puisque symboliquement on passe d'une révolution plutôt passive donc à une révolution dite active. Sur le plan idéologique, il faut préciser aussi comment cette révolution marque une rupture dans l'appréhension du socialisme par les Maliens dans les années 60. Au moment des indépendances, le Mali prenait plutôt ce qu'on appelle un socialisme africain, assez proche de ce qui a été promu par Senghor au tout début, vers 59-60, par Nyerere en Tanzanie, par Kwame Nkrumah. Enfin, il y a des variations si vous voulez, mais en gros, un socialisme qui prône l'idée que les sociétés rurales précoloniales porteraient une forme d'organisation qui prédisposerait les ruralités africaines au mutualisme, à la coopérative, et que dans les structures sociales et politiques du monde rural, il y aurait déjà l'essence d'un socialisme qui ne demanderait qu'à être développé au moment des indépendances. Et donc l'idée là était aussi qu'on pouvait passer dans le socialisme, qu'on pouvait arriver au socialisme dans ces pays africains sans passer par une phase capitaliste, parce qu'il y aurait des ressources internes dans les sociétés rurales pour aller vers le socialisme. Cette révolution active, elle marque vraiment une rupture avec cette approche, puisque c'est désormais plutôt un socialisme scientifique qui va être promu, et un socialisme d'avant-garde. Alors je vous ai dit qu'on s'appuyait sur les femmes, les jeunes et les syndicats, alors qu'au début des années 60, le régime s'opposait à toute démarche avant-gardiste, et essayait notamment de cadenasser un peu les jeunes, en refusant, et les syndicats aussi d'ailleurs, en refusant l'idée qu'il y aurait donc une avant-garde qui pourrait porter un projet socialiste de développement, alors que ce que prenait plutôt le socialisme africain, c'était que ce serait un socialisme qui s'impose comme une évidence parce qu'il est adapté à l'ordre social et politique de la société malienne. Et là maintenant on arrive à un projet politique qui est un socialisme qui doit s'imposer comme un projet ouvertement révolutionnaire, émancipateur pour les uns et épurateur pour les autres. Donc voilà, de la révolution passive à active. On avançait avant que toute la société était... On niait un peu les contradictions en présence, en disant que par essence, la société malienne pouvait aller vers le socialisme. Et là, on finit par passer par un discours très radical, belliqueux même, avec des discours très virulents, entraîner le bon grain de livret et adopter donc un socialisme avant-gardiste, scientifique, en rupture avec ce socialisme africain. Alors, il y a aussi une influence évidente, je ne pourrais pas que
que ce soit trop long, il faut me surveiller. À cette période, donc il y a, je vous dis, l'événement au Ghana avec la chute de Kwame Nkrumah, mais il y a aussi clairement une influence de la révolution culturelle maoïste. Le Mali a des relations avec la Chine depuis l'indépendance. Le Mali a conservé des relations avec les différents blocs. À cette époque, c'est pas, même si le pays est devenu socialiste, qu'il y avait des relations très tendues avec la France, il n'y a pas eu de rupture avec le bloc de l'Ouest. Mais donc en tout cas, il y a eu des relations soutenues d'échanges avec la Chine depuis l'indépendance. Et on voit vraiment une influence maoïste dans les discours dans cette révolution, notamment dans l'idée que la jeunesse aussi constituerait un peu l'avant-garde et la force révolutionnaire à l'avant-garde du processus socialiste, et aussi des discours donc, sur l'émancipation de la paysannerie la plus démunie. Le livre rouge est diffusé à ce moment-là auprès des étudiants maliens, et donc c'est une référence explicite. Par exemple, en octobre 1967, le président Modibo Keïta, qui a une ferme à la périphérie de Bamako, organise, qui sera appelée partout dans les médias, la Longue Marche, en référence à l'Armée populaire de libération lors de la guerre civile chinoise. Et donc là, il part marcher, littéralement, avec la jeunesse malienne, une partie des organisations de jeunesse, pour aller vers sa ferme, qui transforme en coopérative à ce moment-là, pour montrer que les dirigeants doivent donner l'exemple. Il fait un discours à ce moment-là, en disant qu'une partie justement de la jeunesse devra aussi retourner à la terre. On a un discours aussi de retour à la terre. Juste pour dire qu'on a aussi un bel exemple ici de circulation de modèles révolutionnaires de la Chine vers le Mali. Et la jeunesse malienne aussi, et notamment les milices, vont aussi se montrer relativement répressives, mais sans commune mesure avec la situation chinoise. C'est un référent idéologique, donc la comparaison quand même, on ne peut pas aller jusque... on n'est pas en Chine. Donc je disais que la révolution active, maintenant sur la question de ces acteurs de cette révolution, je disais qu'elle s'était appuyée sur ceux qui étaient auparavant réfrénés dans leurs élans radicaux, les syndicalistes et les jeunes, qui sont, il faut bien le dire, essentiellement des urbains. Mais la révolution promeut aussi l'émancipation des femmes, des jeunes et des petits paysans, donc contre l'autoritarisme et le conservatisme qui seraient incarnés par la gérontocratie et le patriarcat. Donc on trouve ces termes déjà à l'époque utilisés de mobilisation contre le système gérontocratique et patriarcal. Alors paradoxe, mais qu'on pourrait retrouver dans beaucoup de révolutions, c'est-à-dire que les catégories sociales qui seraient émancipées ne sont pas présentes dans les organes dirigeants, notamment le Comité national de défense de la Révolution, où il n'y a pas de paysans et il n'y a pas de femmes, par exemple. La jeunesse du parti donc, se pose là en avant-garde maintenant de la société, qui est très chargée de régénérer le corps politique. Là aussi, ces jeunes ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de la jeunesse malienne. On est quand même dans un pays largement rural, à cette époque et encore aujourd'hui. Normalement, ceux qui rentrent dans les milices, notamment qui sont mis en place à ce moment-là, ne sont pas supposés avoir plus de 25 ans. En fait, on trouve des jeunes qui ont jusqu'à 40 ans. Moi, je ne rentre pas dans le débat sur ce qu'est être jeune dans la société malienne. Mais donc on voit aussi que cette avant-garde révolutionnaire, c'est quand même essentiellement une jeunesse masculine urbaine. Il faut bien avoir ça en tête, et que quand même le bouillonnement se passe principalement à Bamako et dans les principales villes secondaires. Donc ces jeunes envahissent les rues, multiplient les manifestations de soutien à la révolution, et en même temps on constate qu'ils débordent largement la ligne de la révolution en revendiquant la purge des leaders. Alors le Comité national de défense de la révolution, le Modibo Keïta, marche un peu sur des braises en ayant un discours très épurateur, comme je l'ai dit, mais en étant souvent débordé par l'avant-garde de la jeunesse et des milices qui manifestent un peu partout. Et là aussi, le pouvoir va avoir une attitude assez ambiguë avec ces mouvements de jeunesse qu'elle va parfois réprimer ou parfois soutenir. Et ça aussi, c'est un phénomène assez nouveau dans cette histoire du Mali indépendant socialiste. C'est qu'avant, les manifestations de rue étaient quand même plutôt réprimées. Il y avait très peu de manifestations et d'occupation de l'espace public avant cette révolution active. Donc un certain nombre aussi de proches de Modibo Keïta sont à ce moment-là victimes de purges, notamment le maire de la ville de Mopti, que les jeunes destituent et en manifestant avec un cercueil qui porte son nom. Il faut dire que si Modibo Keïta, quand je vous donne un exemple de la virulence de son propos et de ses appels à la révolution, il avait dit en s'adressant à la milice que la haine de l'ennemi vous pousse à persévérer, que la hargne des camouflés vous encourage à demeurer dans votre voie, que les gémissements silencieux des fraudeurs et des contre-révolutionnaires continuent de ponctuer chacun de vos pas en avant.
Alors, par ailleurs, sur le plan des femmes maintenant, on voit que dans ces mouvements de rue et ces mouvements d'opposition leader, elles sont relativement invisibilisées. Alors, on a quelques témoignages de femmes qui y auraient participé, mais on trouve quand même assez peu de traces de la participation des femmes, à l'exception peut-être des jeunes, enfin des femmes, des jeunes, à l'exception des jeunes filles scolarisées à nouveau. Dans les archives, on a quelques cas assez rares de femmes aussi qui sont en plus exclues des sections féminines locales pour avoir participé à l'action des jeunes. Donc on voit qu'aussi on a quand même une question assez genrée aussi autour de qui peut se mobiliser pour incarner l'avant-garde malgré les discours. Alors sur cette question, pour pas être trop long, de tension entre émancipation et retour de flamme conservateur. Donc c'est la question, c'est un peu de savoir comment aussi une révolution qui est impulsée par le haut se retrouve finalement débordée par le bas sur sa ligne, et ce qui finit par accentuer les tensions sociopolitiques et enfin provoquer un retour de flamme conservateur. La réaction de l'État, je le disais, à l'égard de ces révoltes juvéniles est assez ambiguë. Donc on assiste à des répressions de ces mouvements de jeunesse, et on voit que le pouvoir à ce moment-là joue des pluralités des composantes sociologiques de la jeunesse, comme je le disais, avec des tensions internes, notamment entre, par exemple dans les campagnes, entre les jeunes militaires qui vont réprimer des jeunes paysans, en ville des milices de jeunes qui sont envoyés réprimer d'autres jeunes. Je pense notamment aux scolaires férus de mode yéyé. Là, je vous renvoie à la récente exposition qui a eu un grand succès là, de Malik Sidibé. Voilà, ceux que vous voyez en photo, pendant la Révolution active, on leur coupait les cheveux et leur pas de def aussi. Voilà. Bref, en tout cas, on impose un code vestimentaire plus strict. Et aussi, on s'attaquait largement aux couples non mariés, c'est-à-dire qu'il y avait des contrôles de couples et on pouvait être sanctionné si on était en concubinage, en tout cas, on circulait avec une femme sans être marié. Pour ce qui est de la Révolution dans les campagnes, là aussi, j'ai dit rapidement que le premier plan quinquennal avait été en large partie un échec, notamment autour de la mise en place, par exemple, de champs collectifs, c'est-à-dire que les gens dans les villages devaient exploiter en commun un champ. Et là, la plupart des témoignages qu'on a, c'est qu'en fait, ces champs n'étaient pas exploités et cultivés. Il y avait aussi ce qu'on appelait l'investissement humain, donc des travaux, des chantiers collectifs, normalement, qui devaient mobiliser l'ensemble des populations, mais en fait, elles n'y participaient que sous la contrainte. Et puis même les structures locales du parti, on voit qu'en fait, elles ne se réunissent pas et que ce sont souvent des coquilles vides, tout comme les coopératives agricoles qui sont mises en place à cette période. Donc il y a un large séminaire de réflexion des cadres qui est organisé pendant cette révolution active, pour faire le bilan un peu de ces premiers échecs. Là, à nouveau, on a un discours contre ceux qui sont responsables, en fait, jugés responsables de l'échec de cette politique agricole, les féodaux, les commerçants, et à nouveau une dénonciation de la gérontocratie, et du patriarcat. Et donc l'idée qu'il faut s'appuyer sur les femmes et les jeunes, à nouveau, on retrouve ça encore dans ce discours destiné au monde rural, cette fois-ci. Là aussi, on n'a pas de parole paysanne qui émerge ouvertement à cette période, puisqu'à nouveau, ils ne sont pas convoqués dans ce type de rencontres et de réunions. Il n'empêche que... après ce bilan critique de cette période, de la première phase de développement socialiste de l'économie agricole malienne, pendant la Révolution active, il est décidé d'aller en fait plus avant vers une socialisation des campagnes, en renforçant les fermes d'État, en créant des brigades de production pour exploiter les champs collectifs, et en promouvant, je cite, diverses actions psychologiques susceptibles d'élever la conscience collectiviste du paysan afin de créer une mystique de la collectivisation agricole. Donc là aussi, j'avais dit qu'au début des années 60, on disait un peu que par essence, les sociétés rurales maliennes étaient prédisposées au socialisme. On voit que là, on a un changement de discours avec l'idée qu'il faut faire un vrai travail auprès des catégories sociales dans les campagnes opprimées et aussi une politique volontariste, mystique de la collectivisation agricole. Alors là aussi, je ne rentre pas trop dans les détails, mais on a quelques illustrations de réponses paysannes à ces évolutions politiques qui sont plutôt de l'ordre des révoltes, même si elles sont peu nombreuses. Et on voit qu'on a quand même plutôt largement une opposition à cette tentative de renforcement de la socialisation du monde agricole. On voit aussi qu'en fait tout ce qui est censé généralement être exploité en commun, investissement humain, champ collectif, sont en fait généralement exploités uniquement par les cadets, et qu'à l'inverse d'être un travail collectif et commun, finalement les aînés, sur des bases gérontocratiques justement, réussissent et en fait imposent ce qui est censé être fait par le collectif au seul cadet, et qu'on voit que finalement la surcharge de travail créée par les tentatives de mutualisation des forces de travail est imposée seulement aux cadets, qui se retrouvent du coup à faire ce qui est censé être collectif, mais ce qui renforce encore plus le travail qu'ils ont amené au-delà du travail de leur propre exploitation familiale et agricole. Donc ce renforcement social
Oui, je vais vite minutes. sur les femmes, parce que je voulais quand même parler un petit peu aussi à nouveau de l'ambivalence de la participation des femmes à cette purge révolutionnaire à ce moment-là. On a des organisations de miliciennes qui sont mises en place. Dans un premier temps, donc les femmes participent aux organisations paramilitaires, mais là aussi, très vite, des affaires éclosent et on voit des plaintes de maris qui viennent se plaindre et qui jettent un trouble justement sur cette militarisation des femmes et la place qui serait dévolue aux femmes dans la société. Plusieurs maris donc vont porter plainte, notamment parce que leurs femmes miliciennes refuseraient de se plier aux devoirs conjugaux. On a des phrases très explicites de plaintes sur le fait que le port du pantalon et de l'uniforme aurait créé la discorde dans les ménages. Et donc là, on a une réponse du pouvoir aussi. On assiste à l'exclusion de ce qu'on appelle les mauvaises graines et à la dissolution de certaines milices féminines, pour conformer le modèle conjugal. Autre exemple, l'organisation des femmes du parti réclamait aussi le retrait du délit d'abandon du domicile conjugal. Donc c'était un délit qui pouvait vous envoyer en prison, c'était la première cause d'ailleurs pour laquelle les femmes allaient en prison à l'époque. Le pouvoir dans un premier temps s'y engage et finit par y renoncer en privilégiant finalement le maintien de l'ordre social. Donc pour aller vers la conclusion, cette révolution active a été de courte durée, elle a connu un coup d'arrêt à cause d'un coup d'état militaire en novembre 1968. Là aussi, donc, il s'agit bien d'un pouvoir militaire qui se met en place, autoritaire et répressif, qui se présente comme libérateur, comme l'énonce Moussa Traoré, le futur chef de la junte militaire qui va se mettre en place. Et alors il y a quand même un paradoxe par rapport à cette question des tensions entre émancipation et autoritarisme dans la révolution active, c'est que finalement, dans un premier temps, la période de dictature militaire, même si elle est très répressive d'un point de vue politique, elle est plus libérale sur le plan culturel et des mœurs que n'a été la période de révolution active. Voilà, bon juste, c'est bon oui peut-être... Oui, bah non, mais voilà. Bon, alors, pour conclure, conclusion de la conclusion, donc on voit aussi que on peut revoir cette révolution active aussi comme je l'ai souligné, on était dans une période de crise économique conjuguée en fait à finalement ce qui s'est un peu présenté comme une forme de crise politique et peut-être largement une fuite en avant où on avait l'idée d'une avant-garde qui devait piloter un processus révolutionnaire, mais une avant-garde qui tâtonnait largement, qui ne savait pas vraiment où elle allait et comment elle allait organiser et structurer cette révolution. Je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, c'est aussi une révolution qui finalement, même si elle dit qu'elle va émanciper les larges catégories de la population, se fait sans ces catégories ou même contre ces catégories. Finalement, cette révolution, elle est essentiellement l'œuvre, elle se cristallise, on va dire, autour de la jeunesse urbaine, et c'est en plus même une fraction de cette jeunesse urbaine et masculine qui est au cœur des événements, et c'est un phénomène qu'on peut peut-être replacer dans une dynamique historique plus large depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on observe, là aussi tu en as parlé, l'émergence de la jeunesse comme acteur politique à travers le monde. Pourtant, je pense qu'on peut quand même dire qu'il s'agit d'une révolution, puisqu'on a une rupture institutionnelle forte, on a un changement de doctrine politique, on a de nouvelles alliances entre différentes composantes de la société, des phénomènes aussi de répression et de purge, mais in fine, c'est plutôt une révolution largement conservatrice, donc on va se demander est-ce que c'est un oxymore ou pas de parler de révolution conservatrice. Voilà. Merci Alexis. Alors, histoire de faire un peu mon boulot, je reprends juste un terme ou deux. L'influence de la Chine, mais elle est partout en Afrique déjà à ce moment-là, ça y a aucun doute. Soit parce que la Chine, c'est la seule révolution paysanne de l'histoire du monde. Et pour les Africains, ça fait sens, parce qu'évidemment, eux aussi, c'est des pays majoritairement paysans. Et puis, quelquefois, les Chinois sont sur place. Ils sont sur place au Congo-Brazzaville, n'est-ce pas, Héloïse? Mais aussi au Congo-Brazzaville, le journal de l'indépendance, de la révolution, Dipanda, titre sur la révolution culturelle et sur le président Mao. Et le petit livre rouge circule. À Madagascar, il y a deux partis maoïstes. Un qui était interdit au moment de la Révolution de 72 et un deuxième qui va se former au moment de la Révolution de 72. Donc là aussi, la Chine est très très dans les têtes. Et quand la Chine n'est pas là, on la craint quand même. Senghor, la première chose qu'il fait quand mai 68 éclate au Sénégal, il vire tous les Chinois qui sont sur place. Donc l'influence chinoise est extrêmement forte, donc je pense que et donc ça aussi c'est comme tu disais une circulation de modèles qui circule sur tout le continent africain. Voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps.